Le jour où ma femme m'a demandé une semaine pour réfléchir, j'ai compris deux choses. D'abord, qu'elle avait déjà pris sa décision. Ensuite, qu'elle me prenait pour un abruti avec mutuelle et prélèvement EDF. Elle a posé sa tasse sur la table, comme on dépose une gerbe, avec cette délicatesse sinistre des gens qui vont vous ruiner la soirée, mais veulent quand même passer pour civilisés. On était dans notre cuisine à Lyon. Un mardi gris, il pleuvait sur la cour intérieure. Le syndic avait encore envoyé un mail sur les vélos dans le hall. Bref, la France allait mal, mais pas autant que mon mariage. Sarah n'a pas pleuré. Détail intéressant. Les gens qui ont vraiment peur de vous perdre pleurent souvent avant la phrase fatale. Elle avait surtout l'air pressée de réciter son texte. Elle a dit « Marcus, j'ai besoin d'une semaine pour faire le point, pour respirer, pour réfléchir à nous. » J'ai regardé son visage, parfaitement hydraté, parfaitement neutre, et j'ai presque admiré l'effort de mise en scène. Il ne manquait qu'un fond musical et une réduction chez Nature et Découverte. J'ai demandé « Réfléchir à nous » ou à la logistique. Elle a levé les yeux, ce petit geste qu'elle avait pris depuis quelques mois, comme si chaque question simple était une agression philosophique. Tu vois, c'est exactement ça. On n'arrive plus à se parler. Ce genre de phrase est très pratique. Elle ne veut rien dire, mais elle vous fait passer pour le problème. J'ai hoché la tête, calmement, parce que l'avantage d'être marié depuis 9 ans, c'est qu'on finit par reconnaître l'odeur d'un mensonge avant même qu'il enlève son manteau. Depuis 3 mois, Sarah collectionnait les signaux faibles avec la discipline d'une cadre supérieure. Téléphone retourné, écran contre la table, nouveau code, notification, WhatsApp coupé, soirées entre filles qui commençaient au bar à 20 et finissaient dans un brouillard très sélectif, soudain besoin de dormir dans la chambre d'amis parce qu'elle avait, soi-disant, le sommeil léger. C'était nouveau. Avant, elle survivait très bien à mes insomnies, à mon rhume, et même à l'alarme incendie du troisième. Mais là, curieusement, ma respiration était devenue un obstacle au développement personnel. Je n'ai rien dit. Parce que les gens qui mentent attendent toujours votre explosion. Ça leur donne un alibi moral. Ils peuvent ensuite raconter à leur mère, à leurs collègues, à leur ostéo, qu'ils ont fui une relation toxique. Je n'avais aucune envie de fournir ce service gratuitement. Elle a continué. Je pensais aller quelques jours chez ma mère. Ou ailleurs. Juste me poser. Ailleurs. Voilà un mot élégant pour dire n'importe où, sauf là où je prétends aller. J'ai demandé « Ta mère est au courant ?» Elle a répondu trop vite. Oui, bien sûr, là, j'ai su. Les vrais accords familiaux ont toujours une seconde de désordre. 1. Attends, je l'ai eu hier. Ou, elle m'a dit d'appeler avant. Sarah, elle, avait répondu comme une élève qui récite une excuse pour absence en EPS. Elle a quitté la cuisine après un bref, on en reparlera, et je suis resté seul avec mon café froid. Et une évidence assez nette. Cette semaine de réflexion ressemblait beaucoup à un week-end amélioré avec supplément mensonge. Le soir même, elle est sortie acheter je ne sais quoi, probablement rien. J'ai ouvert le tiroir de la commode où elle rangeait ses chargeurs, ses cartes de fidélité de pharmacie et ses petits secrets de pauvre espionne. J'y ai trouvé un reçu froissé d'une station-service près de la côte, daté du vendredi précédent, alors qu'elle m'avait juré avoir dormi chez Élodie à Villeurbanne. J'ai souri, pas parce que ça me faisait plaisir, mais parce qu'à un certain stade, la trahison devient presque insultante sur le plan intellectuel. On m'avait donc trompé avec peu d'imagination. La nuit, dans la chambre conjugale devenue simple pièce meublée, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose menace de me détruire. J'ai rangé, j'ai trié des papiers. J'ai classé les relevés bancaires, les contrats d'assurance, le crédit de l'appartement, les identifiants du compte commun. Je n'avais encore aucune preuve absolue, seulement ce faisceau d'indices que la vie moderne offre aux maris patients. Un parfum différent sur une veste, des trajets incohérents, des silences pleins. Le lendemain, Sarah a préparé une petite valise cabine. Pas la grosse. Non, juste assez pour faire croire à l'improvisation. Elle portait son trench beige, celui qu'elle mettait quand elle voulait avoir l'air sobre et respectable. Version femme qui souffre en silence devant une boulangerie artisanale.
Avant de partir, elle s'est approchée de moi dans l'entrée. « Marcus, ne m'écris pas trop. J'ai besoin d'espace. » J'ai répondu. « Prends tout l'espace que tu veux. » Elle a cru à de la résignation. C'était simplement le début de mon retrait. Quand la porte s'est refermée, j'ai attendu 10 secondes. Puis, j'ai pris mes clés, mon téléphone, et j'ai commencé à vérifier une intuition que je n'avais plus du tout l'intention d'appeler intuition. Ce que j'ai vu ensuite sur l'écran a rendu la pluie de Lyon presque charmante. Sarah n'allait ni chez sa mère, ni chez Élodie, ni nulle part pour réfléchir. Elle roulait droit vers la côte, et ce n'était que le début. J'ai regardé le point bleu avancer sur la carte, comme on regarde un mensonge prendre l'autoroute. Avec une régularité presque élégante, sortie après sortie, station après station, Sarah ne filait pas vers la maison de sa mère à Mâcon. Elle descendait vers la côte, vers un endroit où l'on ne va pas pour faire le point sur son couple, mais pour commander du vin blanc trop cher face à la mer, en expliquant qu'on traverse une période compliquée. Je me suis servi un café, noir, sans héroïsme, et j'ai laissé la géolocalisation travailler. Pour moi, à midi, le point s'est immobilisé près d'un hôtel-resort à Cassis. Ce genre d'établissement avec spa, piscine à débordement, peignoir moelleux et employés dressés à sourire devant les catastrophes conjugales, j'ai zoomé sur le nom, puis j'ai reposé le téléphone avec le calme très particulier de ceux qui viennent d'avoir raison sur ce qu'ils auraient préféré ignorer. Pendant 1 minute, j'ai juste écouté le frigo ronronner dans la cuisine, parce qu'il fallait bien que quelqu'un garde une activité normale dans cette maison. Ensuite, j'ai commencé à ouvrir les bons tiroirs, pas ceux des chaussettes et des souvenirs. Les autres, ceux qui racontent la vérité, quand les gens mentent encore. Dans le bureau, j'ai retrouvé une vieille facture téléphonique détaillée, puis l'accès à l'espace client de notre opérateur. Sarah avait changé le code de son portable. Pas sa façon de se croire plus maligne que l'administration française. L'historique a mis moins de 3 minutes à me donner un nom, ou plutôt un numéro répété avec l'obstination d'un moustique. Appel tard le soir, messages en journée, séquences courtes, fréquentes, presque professionnelles si l'on oubliait l'adultère. J'ai recoupé avec un annuaire inversé. Andrew Chen. J'ai lu le nom 2 fois, sans colère, juste avec cette sensation glacée d'entrer enfin dans le vrai décor. Andrew avait une fiche LinkedIn très propre. Conseil en stratégie, basé entre Marseille et Paris. Photo en veste bleu marine. Sourire de type qui dit volontiers « Je suis très cash » alors qu'il est surtout très lâche. J'ai continué. Société récente. Adresse professionnelle dans le 8e à Marseille. Quelques traces sur les réseaux. Un semi-marathon. Un rooftop. Des commentaires creux sous des photos de coucher de soleil. Sarah avait donc choisi un cliché avec chaussures italiennes. Chacun ses hobbies. J'aurais pu appeler tout de suite. Faire le mari blessé. Improviser une scène. Offrir à ces deux-là le confort d'un drame simple. Je ne l'ai pas fait. D'abord parce que la dignité coûte moins cher que le ridicule. Ensuite, parce qu'un homme qui se dévoile trop tôt perd l'avantage. J'ai attendu 15 minutes. Puis, j'ai appelé l'hôtel. Ma voix était impeccable. Celle d'un mari concerné. Pas celle d'un homme qu'on est en train de trahir à 200 km. Bonjour. Ma femme voyage seule. Sarah Delorme. Elle devait me rappeler pour un souci familial. Je voulais juste confirmer qu'elle est bien arrivée. Un silence poli. Quelques cliquetis. Puis la réceptionniste a repris. Madame est bien enregistrée chez nous, monsieur. J'ai laissé passer 1 seconde. Juste assez pour qu'elle se sente en sécurité. Merci. Pouvez-vous la joindre dans sa chambre ? C'est assez urgent. Nouveau silence. Puis la phrase est tombée avec la délicatesse d'une pelle. Je suis désolé. La chambre est en mode « ne pas déranger ». Nous ne pouvons pas transférer l'appel pour l'instant. J'ai remercié, comme si on venait de me confirmer une livraison. Puis j'ai raccroché. Là, j'avais tout ce qu'il me fallait. Pas pour un tribunal. La France adore compliquer les choses. Mais pour moi, pour cette zone nette et irrévocable à l'intérieur où l'histoire bascule et ne revient plus, j'ai fait une capture d'écran de la localisation, sauvegardé les relevés, noté le nom d'Andrew, l'heure, l'hôtel, la réponse de la réception. Ensuite, j'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai mis une chemise propre.
parce que la trahison des autres ne devait pas me transformer en meuble froissé. À 14 heures, j'étais assis dans le bureau d'une avocate du cours Lafayette. Maître Valette, 50 ans, ton sec, regard de radiologue. Elle m'a laissé parler 8 minutes, sans m'interrompre. Puis elle a dit « D'accord, maintenant, on va faire quelque chose de plus utile que souffrir. » J'ai presque eu envie de lui serrer la main. Elle m'a demandé l'état exact des comptes, le régime matrimonial, le prêt immobilier, les véhicules, les assurances-vie, les objets de valeur. J'ai répondu à tout. Avec cette précision calme qui donne parfois l'impression d'être inhumain, en réalité, j'étais juste déjà en train de sortir de la pièce où mon mariage agonisait. Le plus ironique, c'est qu'au moment où je dressais l'inventaire de ma future séparation, Sarah m'a envoyé un message. Bien arrivé. Je vais couper un peu le téléphone. J'ai besoin de silence. Prends soin de toi. J'ai regardé l'écran, puis j'ai levé les yeux vers l'avocate. Elle a tendu la main. J'ai posé mon téléphone dans sa paume. Elle a lu, a soufflé du nez, et m'a dit « Ah, le grand classique ». Et c'est à cet instant précis que j'ai décidé que Sarah n'allait pas rentrer dans une maison. Elle allait rentrer dans les conséquences. À partir du moment où j'ai cessé de me demander pourquoi, tout est devenu étonnamment simple. Douloureux, oui, mais simple. La douleur complique l'air, pas les procédures. Maître Valette m'a donné une liste claire. Ouvrir un compte personnel, si ce n'était pas déjà fait. Sécuriser mes revenus. Inventorier les biens. Copier tous les documents utiles. Éviter toute menace, toute violence verbale, toute idiotie envoyée par SMS à 2 heures du matin. En somme, rester un adulte dans un monde brièvement géré par des adolescents bien habillés. J'ai passé l'après-midi à exécuter. Changement des virements automatiques vers mon compte. Impression des relevés. Scan des contrats. Assurance habitation. Prêt. Mutuelle. Taxe foncière. Facture. Garantie. Jusqu'au carnet d'entretien de la voiture. J'avais l'impression de faire l'autopsie administrative de mon mariage. Et la France, il faut lui reconnaître un talent rare. Elle peut transformer même une trahison en dossier à onglets. Vers 17 heures, ma belle-mère m'a appelé. Voilà qui devenait intéressant. J'ai répondu immédiatement. Elle m'a dit « Marcus, Sarah m'a dit qu'elle prenait du recul. Ça va, toi ?» Le ton prudent des gens qui savent qu'on leur ment peut-être, mais n'ont pas encore choisi leur camp. J'ai dit « Elle ne vous a donc pas dit où elle était ?» Silence, léger souffle, puis elle m'a dit qu'elle voulait être seule, quelques jours. J'ai fermé les yeux une seconde. Donc Sarah avait menti à sa propre mère aussi. J'ai presque admiré la cohérence. J'ai répondu « Je vois. Merci. Je ne vais pas vous mettre au milieu de ça. » Elle a murmuré « Marcus, il y a quelque chose que je devrais savoir. » J'ai laissé un temps. Puis j'ai dit « Pas encore. Mais bientôt tout le monde saura ce qu'il doit savoir. » Je n'ai pas voulu l'humilier par procuration. Malgré tout, cette femme m'avait toujours traité correctement. Mieux, parfois, que sa fille. Le lendemain matin, j'ai commencé par le plus concret. J'ai loué un box de stockage à Vèze, pris un utilitaire pour le samedi, contacté un serrurier recommandé par un collègue, et demandé à mon cousin Julien, qui me devait encore un service depuis un déménagement absurde à Grenoble, de venir m'aider sans poser de questions. Il a posé des questions. Évidemment, les gens qui promettent le silence sont souvent des bavards organisés. Mais il a compris en voyant ma tête que ce n'était pas le moment de jouer au philosophe. Pendant que Sarah envoyait probablement des messages mièvres entre un massage et un déjeuner face aux calanques, moi, je faisais l'inventaire précis de ce qui relevait de ma vie. Mes vêtements, mon ordinateur professionnel, les montres de mon père, les dossiers de famille, mes livres annotés, les quelques objets auxquels je tenais vraiment, une vieille chaîne hi-fi, des photos, 2 fauteuils, la machine à café que j'avais achetée avec ma prime et qu'elle détestait parce qu'elle faisait trop de bruit. J'ai aussi retiré de l'appartement tout ce qui avait de la valeur documentaire ou sentimentale pour moi, le carnet de recettes de ma mère, les papiers du notaire concernant la succession de mon oncle, le double des clés du studio de Lille, que je louais encore. Je ne voulais laisser derrière moi que les choses remplaçables. Ou celles qui lui appartenaient clairement. Il ne s'agissait pas de vengeance,
juste d'architecture. Je démontais ma présence pièce par pièce, avec le soin d'un homme qui refuse d'être expulsé de sa propre existence. Le samedi, Julien est arrivé avec des croissants et un humour douteux. Il a regardé le salon, déjà à moitié vidé, et a lâché. Eh bien, soit tu quittes une femme, soit tu lances une secte minimaliste. J'ai presque souri. On a travaillé 4 heures, sans musique, sans commentaires inutiles. Le plus étrange, c'était la chambre. La nôtre autrefois, puis la sienne en pratique, puis presque plus rien. Sur sa table de nuit, il restait une crème pour les mains, un roman commencé qu'elle ne finirait probablement jamais, et ce chargeur blanc qu'elle emportait partout, sauf quand elle partait mentir, loin de chez nous. Dans le dressing, j'ai laissé ses affaires, impeccablement en place. Robe, tailleur, chaussures alignées, comme une armée au garde à vous. Je n'étais pas là pour saccager. J'étais là pour disparaître. À midi, Maître Valette m'a rappelé. Elle avait préparé les premières pièces du dossier et me conseillait de formaliser rapidement une séparation matérielle nette. Pas d'ambiguïté, pas de reprise du compte commun pour des dépenses de confort, pas de discussion orale sans trace, si cela virait au théâtre. J'ai suivi tout. J'ai même pris rendez-vous à la banque pour le lundi. Le conseiller avait cette expression professionnelle des gens qui voient défiler chaque semaine une faillite sentimentale emballée en langage financier. Il a parlé de sécurisation, de signatures conjointes, de procurations éventuelles. Je répondais avec une précision presque froide. À la fin, il m'a dit « Vous avez l'air très préparé ». J'ai répondu « Disons que je n'improvise plus avec ceux qui me mentent ». Le dimanche soir, l'appartement résonnait déjà autrement. Moins de meubles, moins de moi, moins de passé. Il y avait une élégance funèbre dans ce vide naissant. J'ai nettoyé la table de l'entrée, préparé une grande enveloppe Kraft pour les documents du divorce. Puis, j'ai ouvert un tiroir où dormaient des photos anciennes. J'en ai sorti une seule, notre photo de mariage, mairie du 2e arrondissement. Sourire franc, veste mal repassée, Sarah magnifique, moi heureux comme un imbécile de bonne foi. J'ai regardé l'image longtemps, non avec nostalgie, avec curiosité presque. Comme on observe un homme qu'on a connu et qui n'existe plus, ensuite j'ai écrit la lettre. Pas une lettre blessée, pas un roman de reproches, encore moins une supplique. Une page claire, sobre, impitoyable, parce qu'elle ne criait pas. Je lui disais que je savais depuis avant son départ, que je n'avais pas l'intention de partager ma vie avec quelqu'un qui avait besoin d'un hôtel sur la côte pour réfléchir au sens du mariage, que les papiers étaient prêts, que le reste suivrait par les voies normales, que je lui laissais ce qu'il fallait pour commencer sa nouvelle vie, avec ou sans son Andrew en costume bleu marine, et que, surtout, elle n'avait plus accès à moi, ni à mon temps, ni à ma patience, ni à cette version de moi qui avait toujours tenté d'arranger l'inarrangeable. J'ai signé, plié la feuille, posé la photo dessus, puis j'ai regardé la porte d'entrée en imaginant son visage, quand elle comprendrait enfin que je n'avais pas attendu son retour pour sortir de notre histoire. Et à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Sarah, c'était Andrew Chen, en personne. Voir son nom s'afficher sur mon écran m'a fait le même effet qu'une fuite d'eau derrière un mur. Ce n'était pas spectaculaire. Juste la confirmation que quelque chose de sale circulait depuis un moment. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, par curiosité plus que par besoin. Sa voix était posée, travaillée, le genre d'assurance souple qu'on apprend dans les métiers où l'on vend des solutions à des gens déjà fatigués. Il a dit « Marcus, je suppose ». J'ai regardé par la fenêtre sur la cour vide, et j'ai répondu « Andrew, j'imagine ?» Petit silence. 2 hommes adultes, même mensonge au milieu, même envie de ne pas perdre la face. Il a repris « Sarah m'a parlé de vous ». J'ai souri. Bien sûr qu'elle lui avait parlé de moi, on ne trompe jamais quelqu'un sans écrire une version très flatteuse de soi-même au passage. J'ai demandé « Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Exactement. Il a hésité, léger, mais assez pour me confirmer que la vérité n'était pas dans leur chambre avec vue mer. Il a fini par lâcher, que votre mariage était terminé depuis longtemps, que vous viviez comme des colocataires, que vous saviez tous les deux où vous en étiez. J'ai fermé les yeux une seconde. Non par douleur, par lassitude.
Le script était si banal qu'il en devenait presque administratif. J'ai répondu « Intéressant, parce que de mon côté, j'ai surtout souvenir d'une femme qui m'a demandé 1 semaine pour réfléchir avant de partir, mentir dans un hôtel. Et là, pour la première fois, il a cessé d'avoir l'air fluide. Il a demandé « Elle vous a dit qu'elle était à l'hôtel ?» J'ai laissé le silence faire son travail. Puis j'ai dit « Andrew, je vais vous épargner un effort intellectuel. Je sais où elle est. Je sais avec qui. Je sais depuis son départ. Et ce dossier ne vous concerne que tant que vous vous imaginez spécial. » Il a essayé de reprendre l'avantage. Écoutez, je n'ai pas appelé pour créer un conflit. Phrase admirable, prononcée par un homme couché avec la femme d'un autre. J'ai presque eu envie de lui offrir un café pour le sens de la nuance. J'ai répondu « Parfait. Alors ne créez rien. Elle sera libre assez vite. Vous pourrez récupérer le service après-vente avec le reste. » Il a soufflé. Contrarié, pas par morale, par inconfort. Les gens supportent très mal qu'on leur retire le premier rôle. Il a fini par dire « Vous devriez peut-être parler avec elle avant de faire n'importe quoi. » J'ai regardé l'enveloppe sur la table. Notre photo de mariage. Ma lettre, le vide calme du salon. Puis j'ai dit « Le seul n'importe quoi dans cette histoire, c'est de penser qu'une femme qui part retrouver son amant, sous couverture de retraite spirituelle, mérite encore une discussion de couple. Après ça, il s'est tu, et j'ai compris quelque chose d'utile. Andrew n'était pas un grand amour héroïque. C'était un homme confortable, tant que le mensonge restait léger. Le genre qui aime les femmes disponibles émotionnellement, mais pas juridiquement. Romantique, mais déjà emballé par quelqu'un d'autre. Zéro logistique, zéro dégâts. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Puis, j'ai éteint mon téléphone 1 heure, le temps de finir ce qui devait l'être. Le lundi matin, rendez-vous à la banque. Séparation opérationnelle. Nouveau mot de passe sur tout ce qui portait mon nom. Retrait des procurations inutiles. Redirection de certains courriers. Appel à l'assurance pour signaler mon changement à venir. Formalité sèche, rassurante, française, dans ce qu'elles ont de meilleur. Quand tout s'effondre, quelqu'un vous demande quand même un justificatif de domicile. Le serrurier est passé l'après-midi. Propre, rapide, pas bavard, il a changé le cylindre sans poser de questions. Les meilleurs professionnels de ce pays ont tous compris que les drames privés pitent mieux quand on ne demande rien. J'ai laissé à Sarah un accès temporaire par badge du SAS et un message formel de Maître Valette sur les modalités de récupération de ses effets. Rien de personnel, rien de théâtral, juste une structure. En fin de journée, l'appartement ressemblait à une location meublée en attente de locataire. Il restait ses affaires, quelques éléments communs que je lui laissais exprès. Le canapé, la vaisselle, la grande lampe qu'elle adorait et que je trouvais hideuse. Moi, j'avais déjà récupéré l'essentiel. Pas seulement mes biens, mes contours. Mardi, Sarah a tenté de m'appeler 6 fois, puis 10, puis elle a envoyé une série de messages de plus en plus nerveux. Marcus, pourquoi la serrure ne fonctionne pas? Marcus, où es-tu? Marcus, qu'est-ce que c'est que ces papiers? Marcus, réponds-moi, puis le classique. On peut s'expliquer. Comme si les explications poussaient soudain après la récolte des mensonges. Je n'ai pas répondu. Maître Valette s'en est chargé pour moi. Un mail net, prise en charge du dossier. Échange futur par voie appropriée. La civilisation est très élégante quand elle sert à tenir les gens à distance. Plus tard, Julien m'a envoyé une photo prise depuis sa voiture. Il passait par notre rue. Sarah était devant l'immeuble, assise sur sa valise cabine, le visage tourné vers la porte, immobile. Même de loin, on sentait la sidération. Cette minute absurde où ceux qui trahissent découvrent que la conséquence existe vraiment. Elle avait sans doute vu l'enveloppe fixée à la porte, la photo, les papiers, peut-être lu la lettre dans la chambre, peut-être compris d'un seul coup que je savais tout, avant même qu'elle ne parte jouer la femme perdue sur la côte. Dans la soirée, ma belle-mère m'a rappelé, cette fois avec une voix de femme qui avait enfin reçu la vraie version des choses. Elle m'a dit « Sarah est ici. Elle pleure. Elle dit que ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai répondu « Alors, c'est impressionnant, parce que ce que je crois est déjà très précis.
Elle n'a pas insisté. Elle a juste soupiré, fatiguée. Puis elle a dit « Je crois qu'elle a fait une énorme bêtise. J'ai regardé le reflet de la ville, dans la vitre de mon studio temporaire. Les toits, les phares, la nuit propre de ceux qui ont cessé d'attendre. Et j'ai répondu « Non, une bêtise. C'est rater un train. Ça, c'est un choix. » 2 jours plus tard, j'ai appris par une source aussi vulgaire qu'efficace. LinkedIn, qu'Andrew avait brusquement annulé son déplacement prévu à Paris et coupé toute visibilité. Puis Elodie, l'amie alibi de Sarah, m'a laissé un message vocal maladroit. Pas pour défendre Sarah, pour se défendre elle-même. Elle ne savait pas que ça irait si loin. Elle pensait que c'était passager, qu'Andrew ne promettait rien. J'ai réécouté une seule fois cette phrase. Andrew ne promettait rien. Voilà donc le grand amour. Un homme prudent, une femme menteuse, un hôtel avec spa, et toute une vie fracassée pour ça. Le plus cruel, c'est que je n'ai ressenti aucune vengeance. Seulement une paix froide, presque neuve. Comme si en retirant Sarah de mon avenir, j'avais enfin retiré une écharde que je confondais depuis des années avec une alliance. Et lorsque, le vendredi suivant, elle m'a laissé un dernier message vocal, plus calme, presque cassé, en disant « Andrew ne répond plus. Il faut qu'on parle. » J'ai compris que le second effondrement venait de commencer et que cette fois, elle tombait sans personne pour la rattraper. 6 mois plus tard, j'habitais à Nantes, dans un appartement lumineux près de l'Erdre, avec un vrai silence. Pas celui qui pèse. L'autre, celui qui laisse respirer. J'avais changé de ville, de café, de trajet, de boulangerie, presque de peau. Je prenais le tram le matin. Je bossais trop. Je courais le soir. J'avais recommencé à lire sans relire 3 fois la même page. Détail sous-estimé, la paix se mesure aussi à ça. Un jeudi de novembre, mon téléphone a vibré pendant que j'attendais un rendez-vous à la banque. Sarah, j'ai regardé l'écran comme on regarde un vieux numéro de démarchage, avec curiosité mais sans émotion utile. J'ai décroché. Sa voix avait perdu tout ce qu'elle prenait autrefois pour de l'assurance. Elle a dit « Marcus, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler, mais j'ai tout détruit. Andrew est parti depuis longtemps. Mon travail va mal. J'ai dû quitter l'appartement. Je fais n'importe quoi. » Puis elle a ajouté, plus bas. Je pensais à nous. Parfois je me dis qu'on pourrait peut-être repartir autrement. J'ai presque admiré le choix du mot. Repartir. Comme si nous avions raté un TER et non enterré un mariage. Je suis resté calme. Sarah. Tu ne penses pas à nous. Tu penses à l'endroit où tu pourrais tomber sans te faire mal. Elle a essayé de pleurer sans bruit. Vieille technique. J'ai continué. Je n'ai pas quitté ta vie pour devenir ton option de secours après la fermeture du magasin. Tu as fait un choix, puis plusieurs. Maintenant tu vis avec. Elle a murmuré. Tu es dur. J'ai répondu. Non. Je suis juste fini. Long silence. Puis elle a demandé. Tu ne m'as jamais manqué. J'ai regardé le fleuve derrière la vitre. Les gens pressés. Le ciel propre. Et j'ai dit la seule vérité qui comptait. Tu m'as manqué assez longtemps pour que ça me guérisse. Pas assez pour que j'y retourne. J'ai raccroché. Sans colère. Sans triomphe. Juste avec cette netteté rare qu'on gagne quand on cesse enfin de négocier contre soi-même. Le soir, j'ai dîné avec une femme rencontrée 2 semaines plus tôt. Elle s'appelait Camille. Elle riait franchement, ne cachait pas son téléphone et ne prononçait pas de grandes phrases sur le besoin d'espace. En rentrant, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du salon. Ce n'était plus l'homme qui attendait dans une cuisine à Lyon pendant que sa femme partait mentir au bord de la mer. C'était quelqu'un de plus calme, de plus sec, de plus libre. Et pour la première fois depuis très longtemps, le passé n'avait plus les clés. This one's good. Mask is off. She's finally used it. She's freed her inner self. Exactly, yeah. I found my calling. Guys, Colin, I'm becoming a ventriloquist. This one's got like a mouth. Okay. The choice of sock is what's wrong here. What's the ish, guys? Come on, I'm discovering new elements. Guys, I said I needed to find a new hobby. Core memory has been created. Guys, are you not all having fun?
Would you rather be at the pub or be here right now with me doing this? See, Holly's intake wasn't good enough, so doing ventriloquism makes perfect sense. Exactly. Stay curious, chat. This is something I've never seen on Twitch before. And on that note, I'm going to the pub. Here for sure. Thanks, guys. Thank you. Matt and Mickle, you're in trouble. Lilith and Blurred and Law, you're all in the good books. She's at a new level of needing human contact. I'm so lonely that I'm making sock puppet friends. I'm in such desperate need of human interaction that I'm relying on ventriloquism for attention. Thanks, Poncho. Does Jeff stream? I just choked on my I'm so glad you tuned in, Nate. This is as bad as it gets, I promise. I have a TikTok. Can you put the link in chat? Oh, you don't have a sub. Is there a mod in chat who can Master of, thank you for the hydrate. I'll drink some beer. I think AI summed this up pretty well. How does the story end? When you're so lonely that your mind abandons you, so you play with a sock puppet. I have my students on there. Name it Stinky. Guys, what do we want my alternate personality to be? I kind of want her to be a bit of a sexy sock, you know? Lord. Oh, thank you again for 10 gifted subs, by the way. Law, thank you for gifting a sub to Jeff. Jeff, you can literally never leave now. 25 gift subs in the channel. You're amazing. Oh my god, Jeff! Well, no, that's... Sorry. I'm quite attached to this sock puppet now, guys. Guys, I'm going to form an emotional attachment to this puppet. Sorry, I just shoved my fingers in your mouth. It's okay. It's okay. You're amazing! 2 hydrates, 1 for you, 1 for the sock puppet. Okay, hang on, 1 for me. I think they need a proper name. Okay, yeah, but you guys choose the name. I love the How do you do V? I love the If you lived in the USA, I'd send you a puppet. The sock is Steve Jr. My name is Steve Jr. Yeah, perfect. That's amazing. Oh, it looks a bit like a butthole inside. You know, if your butthole looks like that, you should be concerned, actually. This is Steve Jr. My hobbies include... Hi, Anna. I think smile smaller, put your lips close together so you can do a sneaky touch. I can't smile smaller because I'm having too much fun. If my butthole did this, we would be swinging with the other team. My name is Steve Socky Jr. The smile is so goodness. My name is Steve Shocky Jr. I can't do the talking and the hand movements at the same time. You start working to close them later on. Okay, we're learning. Guys, we're learning how to do ventriloquism right now. My name... Too fun is so pure. Can we have some music? Okay, nice. My name is Steve Socky Jr. And I love... What does Steve Socky Jr. love? Can you do an accent for Steve? Hell yeah! My name is... There was no accent. A hand in the ass, a hand in his ass. He loves a hand in his... I've got no mods here, guys. I've got 50... Oh, there is a mod here. Whoever that was, thank you. Loves being filled. Okay. Hell yeah, so exactly the same. What accent? Guys, what accents can I do? I can't do any accents. My name is Steve Jr.